Troisième jour du sommet de la conscience. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Philip Weber. La conscience, elle a besoin d'être répandue partout. Pas seulement à nous en tant qu'individus, mais aussi au niveau de la société. Et c'est un peu le travail de Philip Weber. Il travaille avec des individus, mais aussi avec des sociétés. Ce soir, il va nous présenter sa conférence des entreprises en chef, une utopie. Non, c'est une réalité. Je vous laisse avec Philip Weber. Bonjour, je vais me présenter. Philip Weber, je suis auteur, conférencier et depuis plusieurs années je m'intéresse au monde de l'entreprise. J'ai été moi-même manager pendant 20 ans dans des grands groupes industriels. Donc j'ai été fédérateur de réseaux de clubs de PME en France. Je suis également coach en entreprise et puis je suis formateur depuis quelques temps dans des écoles de formation dans le domaine du coaching. Le titre de ma conférence c'est le suivant: des entreprises sans chef. Alors souvent les personnes me disent ce n'est pas possible. Alors on me dit souvent est-ce que c'est une utopie? Non, c'est vraiment une réalité. J'ai trouvé à peu près une centaine d'entreprises dans le monde qui fonctionnent sans hiérarchie aujourd'hui. Et je vais m'attacher donc à vous montrer ce qu'elles proposent. Alors le constat de l'entreprise, c'est que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'entreprise est malade, voire très malade. Nous avons aujourd'hui des salariés qui vont voir leur médecin pour avoir des arrêts de travail de manière fréquente. Je connais personnellement des cadres qui font des burn-out, qui sont en dépression pendant 6 mois. Il y a bien sûr les grèves qui arrivent à tout moment. On a connu la grève d'Air France qui a duré plusieurs semaines. Et puis bien sûr les résultats financiers qui, lorsqu'ils sont négatifs, sont de mauvais augure pour l'entreprise. Alors j'aimerais commencer par une citation de Napoleon Hill, qui est auteur du livre Le succès en 16 leçons, qui dit la chose suivante: si vous voulez changer les choses dans votre entreprise, vous devez changer des choses dans votre entreprise. C'est-à-dire que le salarié il doit vraiment s'impliquer dans cette notion de changement. J'aimerais vous donner aussi une autre citation d'Albert Einstein qui dit la chose suivante: ce qui rend fou, c'est de faire plus ou moins les mêmes choses en espérant avoir des résultats différents. Et je crois qu'on est tous interpellés par ça, puisque dans la vie, on veut changer légèrement des choses, mais en fait on n'y arrive pas. Alors j'aimerais dire que de manière assez brutale, l'entreprise a le cancer. Et aujourd'hui, on lui donne des cachets d'aspirine. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les organismes de formation qui leur proposent une meilleure gestion du temps, une meilleure communication, et puis mieux gérer le stress. Pour moi, ça me paraît assez aberrant de proposer à des entreprises de mieux gérer le stress. Il serait plus logique de supprimer carrément le stress dans l'entreprise. Et en fait, nous avons à changer complètement la structure de l'entreprise. Et je fais un parallèle avec l'informatique que vous connaissez bien. Lorsqu'on passe du monde du PC au monde du Mac, on a changé de système d'exploitation. Et aujourd'hui, l'entreprise doit changer de système d'exploitation. Alors, avant d'entrer dans le sujet de l'entreprise, j'aimerais vous parler de l'intelligence collective d'une manière générale dans la nature. Et j'aimerais donc faire un zoom sur la biologie en vous donnant les conclusions d'un éminent spécialiste qui s'appelle Bruce Lipton. Dans la cellule, il y a un noyau dans lequel il y a l'ADN, tous les codes ADN, et autour du noyau, il y a une membrane. Et la plupart des personnes disaient que cette membrane, elle ne sert à rien. Or, Bruce Lipton dit que cette membrane est tout à fait intelligente. C'est elle qui assure le passage des protéines entre l'extérieur et l'intérieur. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. L'entreprise est reliée à l'extérieur par ses clients, par ses fournisseurs et ce qu'on appelle le marché globalement. Donc l'entreprise est en permanence reliée à l'extérieur et nous avons à gérer cette reliance de manière très intelligente. D'une manière générale, dans la nature, les structures sont organiques, c'est-à-dire organisées par cercles. Si on prend l'exemple de l'être humain, nous avons d'abord la cellule, ensuite l'organe, l'être humain, pour arriver à l'humanité sur sa planète. Pour l'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons des entités ou des services organisationnels qui sont structurés et autonomes, et des cercles de gouvernance sur lesquels on va revenir pour que tous ces cercles communiquent entre eux. Maintenant, j'aimerais voir donc le domaine des animaux, parce que souvent donc, la nature nous enseigne beaucoup de choses et l'homme copie la nature.
Sur cette photo, vous avez des étourneaux sur la gauche et un rapace qui se trouve sur la droite. Et vous voyez que les étourneaux se déplacent en obéissant à deux lois. La première loi, c'est de se recentrer, et la deuxième loi, c'est de ne pas se toucher au niveau des ailes, de façon à ce qu'ils puissent voler. Et en fait, vous voyez qu'ils réagissent en fonction d'un imprévu, qui est ici le rapace. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Et pour l'entreprise, lorsqu'il y a un imprévu, l'entreprise devrait pouvoir réagir de manière collective vis-à-vis de l'imprévu. J'aimerais donner un exemple aussi qui est bien connu, c'est celui des fourmis. Lorsque donc vous avez une fourmilière, on voit qu'il y a toute une intelligence qui est là. Il suffit de poser le pied sur la fourmilière pour que les fourmis interviennent et réagissent donc de manière collective. Et finalement, ces fourmis vont restructurer le nid à leur manière, de manière collective et puis avec beaucoup de reliance les unes aux autres. L'être humain donc copie la nature. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a les immeubles passifs qui sont inspirés des termitières. Il y a les éoliennes au niveau de la forme des pales qui sont inspirées des nageoires de baleines. Il y a la bande velcro qu'on connaît bien sur le plan vestimentaire qui est inspirée d'une plante. Et puis il y a aussi les revêtements qui sont inspirés de la peau de certains animaux, notamment la peau de requin. Alors j'aimerais aborder maintenant les peuples premiers, puisque au cours de mes voyages, je les ai rencontrés, et vous dire comment ils sont gérés. À chaque fois, c'est de manière collective pour la survie de la communauté et pour avancer ensemble. J'aimerais donner l'exemple des Indiens Kuki de Colombie, que je connais bien par le biais d'Éric Julien. Et ce sont des êtres remarquables qui ont une très forte conscience. Je vous donne l'exemple qui s'est passé pour la construction d'un pont. Éric Julien était à côté des Indiens Kuki le long de la rivière. Les Indiens communiquaient entre eux et tout d'un coup, ils ont disparu dans la forêt. Il y en a un qui a apporté une liane, un autre une branche, un tronc d'arbre, etc. Ils ont commencé donc à construire le pont, un pont d'envergure qui pouvait durer une vingtaine d'années. Et Éric a été très surpris et s'est approché de ces Indiens en leur disant « Mais est-ce qu'il y a un chef qui dirige pour la construction du pont ?» Ils leur répondent « Non, nous n'avons pas de chef. » Donc très surpris, ils voient le pont qui continue à se construire. Et au bout d'une heure, le pont avançait très bien. Il revient vers eux en disant « Mais vous avez certainement un plan quelque part du pont ?» Et les Indiens ont répondu « Non, nous n'avons pas de plan du pont. » C'est vraiment un exemple très parlant pour montrer que lorsque l'intelligence collective est intégrée dans une communauté, on peut aller très loin dans le faire ensemble et faire ensemble en conscience. Et je pense que ces Indiens ont des choses à nous apprendre dans le monde de l'entreprise. Parce que dans le monde de l'entreprise, on a toujours un supérieur, on a un chef, et on attend une réponse de ce chef. Et il n'y a pas cette notion de faire ensemble de manière spontanée. Alors j'aimerais prendre du recul par rapport à l'évolution humaine. Au début, c'était un monde, je dirais, tribal, où c'était la survie qui était en jeu, avec des modes de fonctionnement différents entre l'homme et la femme. Ensuite, il y a le monde de l'agriculture qui s'est mis en place pour avoir une réplique du process, c'est-à-dire que tous les ans, en fonction des saisons, on essaye d'avoir des fruits ou des légumes de manière répétitive. Après est venu donc le mode de l'ère industrielle, avec le taylorisme, la construction des usines, et également le marketing qui a introduit la notion de nouveaux produits. Et aujourd'hui, on est vraiment une bascule, c'est que nous rentrons dans l'ère du post-industriel, où là, on met en avant la culture d'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la conscience et l'éthique. C'est vraiment autre chose. Et c'est pour ça que l'entreprise va devoir changer, parce qu'on rentre dans cette nouvelle ère post-industrielle. Maintenant, j'aimerais rentrer au cœur de l'intelligence collective. Ici, nous avons une image intéressante à travers un puzzle, où chacun apporte sa pièce, chacun sa couleur, de façon à avoir une belle harmonie. Et on va voir comment ça se place dans le cadre de l'entreprise. Alors, pour parler de l'intelligence collective, j'aimerais donner les bases. Et pour cela, j'aimerais donc nommer quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Jean-François Noubel, qui est fondateur du CIRI et qui a fait des stages et des conférences sur ce sujet-là. La première chose à comprendre, c'est que l'intelligence collective est une propriété du vivant. Et nous avons à redonner cette propriété dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise est morte. Comment redonner cette notion de vivant dans l'entreprise? C'est notamment dans la communication, et la communication de manière intelligente. Alors, quels sont les grands principes du vivant? Il y a la résilience, c'est-à-dire la manière dont on réagit par rapport aux imprévus.
Il y a honorer la vie, c'est-à-dire à tout moment communiquer donc avec les autres. Il y a l'intelligence systémique, c'est-à-dire qu'à travers une entreprise, on essaye d'avoir une vue globale de l'entreprise à travers un système et un fonctionnement. Il y a l'adaptation, c'est-à-dire profiter des retours d'expérience. Une expérience n'est pas négative en soi quand il y a une difficulté. C'est pouvoir s'enrichir et modifier et intégrer le changement. Et puis, quelque chose d'important aujourd'hui, c'est les valeurs. C'est-à-dire donner un sens à l'entreprise, donner une direction. Et la plupart du temps, c'est ce qui manque dans les entreprises. Dans le monde des organisations, souvent, on a la complexité et l'instabilité. Ce sont des sujets qui sont difficiles à appréhender. Et pour une seule personne, notamment un PDG, il est impossible pour lui de tout gérer en même temps. Parce qu'aujourd'hui, le monde devient de plus en plus complexe. Alors, on s'accorde à dire que le groupe est supérieur à la somme des individus. Alors, il y a une petite formule magique qu'on applique généralement, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est pour montrer qu'à travers cette synergie, on arrive, je dirais, à d'autres fonctionnements dans l'entreprise. Dans le domaine de l'intelligence collective, nous avons des sujets importants. Il y a l'holoptisme, c'est-à-dire sa façon de tout voir. Je prends un exemple simple. Lorsqu'il y a un joueur de football qui joue donc sur un terrain de football, il regarde la position du ballon, il regarde la position des joueurs, et en fonction de ça, il a une attitude particulière. C'est cette capacité à tout voir. Et dans l'entreprise, il faudrait faire la même chose. Et ensuite, il y a la notion d'organisation apprenante. C'est-à-dire que chacun apprend des autres, et finalement, lorsqu'on est ensemble, on s'apprend mutuellement. Un autre point important, c'est le polymorphisme de la chaîne d'autorité. C'est-à-dire que chaque expert intervient donc à tour de rôle. Lorsque je prends l'exemple d'une réunion, il y a toujours un animateur de réunion, mais il serait bien que l'animateur change à chaque fois en fonction du domaine d'expertise pour que chacun puisse intervenir. Il y a aussi ce qu'on appelle l'auto-adaptabilité, c'est-à-dire qu'en fonction des imprévus, on va pouvoir réagir de telle et telle manière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'entreprise, la réactivité est très importante. Alors, comment passer de la compétition à la coopération? Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est que l'entreprise aujourd'hui est toujours en lutte par rapport à l'extérieur, au marché et aux concurrents. Le concurrent est quelque part un ennemi. Et puis, il y a aussi quelque chose de malsain dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la course à la promotion, où en fait, donc, il y a des guerres de chefs, des rivalités et des jeux de pouvoir qui se mettent en place. Alors, un dirigeant aujourd'hui ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout gérer dans l'instant, c'est-à-dire prendre des décisions rapidement. Il ne peut pas tout voir de façon globale, puisque aujourd'hui, tout est accéléré quelque part. Et en plus, il doit s'adapter aux imprévus. Et les imprévus, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. C'est peut-être une nouvelle manière de voir l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle va évoluer vers une autre conscience. Le concurrent peut devenir éventuellement un partenaire. Donc c'est bien de communiquer donc, entre sociétés. Le changement ne fait plus peur. C'est-à-dire, au lieu de critiquer les choses, on s'autorise à changer. Et puis le pouvoir fait place à la concertation. C'est-à-dire qu'à travers nos échanges, on arrive toujours à trouver des solutions. Alors, j'aimerais aborder le sujet des relations humaines à travers les DRH. C'est un sujet nouveau qui interpelle beaucoup. Les DRH se sont rassemblés entre elles pour définir ce qu'elles appellent la prospective 2030. Alors, nous arrivons maintenant à la fin du salariat. Il faut savoir que le salariat a été inventé au début du 19e siècle, au moment du taylorisme, où en fait on alloue une rémunération forfaitaire pour un nombre d'heures passées dans l'entreprise. Alors c'était effectivement valable pour l'ère industrielle, pour le travail productif et répétitif, mais aujourd'hui c'est moins vrai. Alors nous arrivons à la fin du modèle pyramidal où il y a une dualité avec cette fameuse logique patron-employé pour arriver à un modèle plus en cercle ou en réseau avec une logique de coopération où nous avons à communiquer et travailler ensemble. Nous arrivons aussi sur l'ère post-industrielle. Ça veut dire que le capital de l'entreprise aujourd'hui n'est plus basé sur les finances, sur l'actionnariat, mais plutôt sur l'intelligence de l'entreprise. Et c'est là où il y a une bascule qui se fait, et cette intelligence devient plus importante que les finances. Alors, la relation humaine, les DRH, vont avoir une nouvelle fonction qui va se profiler petit à petit, c'est celle d'optimiser l'intelligence individuelle et collective dans l'entreprise de façon à rétablir du lien. Alors la conclusion de cela, c'est que les DRH vont devoir sous-traiter de plus en plus tout ce qui est lié aux fiches de paye, aux contrats, au licenciement et à tout le volet juridique. Pourquoi ? Parce que ces points n'ont pas de valeur, ajoutée
en tant que telle dans l'entreprise. La DRH va devoir se centrer sur la mise en place de l'intelligence de l'entreprise. Alors, les grandes fonctions de la DRH demain, c'est le fait d'être un facilitateur de communication, un stimulateur de projets pour mettre en place des projets dans l'entreprise, et puis un coordinateur d'intelligence entre l'intelligence individuelle et collective. Alors, comment définir l'intelligence? On pourrait dire que c'est l'art de la reliance. La reliance entre les hommes pour établir des synergies entre eux, la reliance entre des actes, c'est-à-dire qu'à travers les actions qui sont faites dans l'entreprise, on construit des œuvres quelque part, la reliance entre les intentions pour que justement ces intentions puissent s'unir pour définir des projets ensemble, et la reliance dans les comportements pour être cohérents entre nous et surtout définir la valeur de l'entreprise, donner un sens à l'entreprise. Alors bien sûr, il y a des outils qui sont associés à l'intelligence collective, on va en citer quelques-uns. Il y a le World Café, jusqu'à à peu près 200 personnes, c'est-à-dire que vous établissez des tables et que les personnes répondent aux questions table après table, et on fait une synthèse ensuite. Il y a ce qu'on appelle le forum ouvert qui peut monter jusqu'à 1000 personnes, où là ce sont des ateliers, on choisit l'atelier dans lequel on veut participer. Le team building, qui est en fait le fait de rassembler des gens pour redonner une dynamique. Alors c'est très connu pour les commerciaux qu'on réunit dans des pays étrangers par exemple. Il y a l'audit systémique. Lorsqu'on va dans une entreprise et qu'il y a des difficultés, le fait de faire un audit, c'est de voir où est-ce qu'il y a des points de blocage, des identifications qui sont souvent invisibles. Et puis l'élaboration d'une vision qui est nouvelle. Alors ça se rapproche de la sophrologie. Vous savez qu'aujourd'hui les sportifs se visualisent dans leur objectif, dans un cadre sportif. Là, pour l'entreprise, c'est pareil. On peut faire des pratiques collectives sur la vision, comment voir l'entreprise dans 1 an, dans 3 ans. Sur plusieurs années, les modes de management ont vraiment changé. On est passé d'un mode individuel à un mode participatif, ensuite d'un mode participatif à un mode collaboratif, et après un mode collaboratif à ce qu'on appelle la notion de leadership, mais j'ai complété leadership dans un cadre d'intelligence collective. La finalité de tout ça, c'est de vraiment arriver à cette notion d'entreprise sans hiérarchie. Donc on va voir en détail avec les exemples qui nous sont proposés, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui s'arrêtent à l'intelligence collective parce que ce n'est qu'un outil, mais la finalité c'est de changer le système d'exploitation de l'entreprise. Et là il faut vraiment aller jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir un mode sans hiérarchie. Je vais faire référence à une étude mondiale qui s'appelle l'étude Gallup, qui a été faite par les Américains en 2011, mais sur le monde entier, ce n'est pas réservé au marché américain. Aujourd'hui, il n'y a que 11% des salariés qui sont engagés, c'est-à-dire qui s'investissent vraiment dans leur entreprise. Il y a 61% de salariés qui sont désengagés, c'est-à-dire non motivés, et qui attendent 17 heures pour partir, quand ils ne font que des heures dans l'entreprise, et 28% de salariés qui sont activement désengagés. Ça veut dire qu'ils vont vous dire non, systématiquement, c'est pas possible, on l'a jamais fait, on ne veut pas changer, et bien sûr on va retrouver tout le monde des syndicats à travers ces 28%. Alors ce qui est incroyable, c'est que nous avons 11% de personnes engagées face à 28% qui s'arrangent pour mettre des freins dans l'entreprise. C'est plus du double. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'entreprise est malade, et très malade, puisqu'il y a le moteur est réduit simplement à 11% de salariés. Donc il y a vraiment à changer la structure de l'entreprise. Alors les difficultés actuelles de l'entreprise, on les connaît, vous comme moi. D'une part, c'est le manque de communication. Aujourd'hui, avec Internet, on communique, mais peut-être de manière maladroite. Il y a la surcharge, puisque tout va de plus en plus vite, et puis cette notion de stress. Comme il faut travailler plus, le stress arrive, et c'est quelque chose qui se généralise. Ensuite, il y a les conflits de responsabilité, et puis là on retrouve des jeux de pouvoir entre les individus et les responsables. Il y a un manque de transparence, tout n'est pas dit dans l'entreprise, il y a des choses qui sont censurées, et ça c'est aussi très dommage. Des jeux de pouvoir pour arriver à cette promotion en interne, de la rétention d'informations, et puis cette fameuse résistance au changement, et surtout en France. C'est-à-dire qu'en France, on a du mal à changer, on garde toujours les acquis, et on dit on continue comme avant, mais en fait il y a vraiment des choses à changer pour pouvoir évoluer. Et tout cela, c'est les conséquences d'un modèle pyramidal. Donc il faut bien voir que le fait d'adopter une pyramide dans l'entreprise, depuis le PDG jusqu'aux salariés,
et bien ça induit toutes ces difficultés dans l'entreprise. Donc nous avons à changer la structure même de l'entreprise. Quel est le besoin des salariés? En 1943 a été créée la pyramide de Maslow qui est assez connue, donc les besoins qui sont hiérarchisés depuis le bas de la pyramide jusqu'en haut. Donc les besoins les plus importants en bas de la pyramide, c'est les besoins physiologiques et de sécurité qui sont aujourd'hui répondus par la convention collective dans l'entreprise. Donc ça c'est acquis. Par contre, les autres besoins ne sont pas pris en compte. Et j'aimerais mentionner une étude américaine en 2005 qui a redéfini le besoin des salariés. Et en fait, il y a 3 besoins qui ont été mis en avant. Le premier, c'est être traité avec bienveillance, c'est-à-dire respecter son salarié, car il peut être responsable et puis il peut prendre des initiatives lui-même. Le deuxième point, c'est le développement personnel, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les salariés veulent être formés pour être plus impliqués dans l'entreprise et plus responsables aussi. Donc cette notion de formation est très importante. Et le troisième point, c'est l'autodirection. C'est-à-dire que le salarié, il est responsable, il communique, il prend des décisions par lui-même, et c'est aussi faire confiance à son salarié, et ça c'est un point très important, cette notion de confiance. En 1911, il y a eu le taylorisme qu'on connaît bien, qui est un modèle qui s'est mis en place naturellement, modèle pyramidal, c'est-à-dire que les entreprises donc évoluaient plus vite que le marché. Alors je vais donner un exemple, celui d'Henry Ford aux États-Unis, qui a voulu donner donc un véhicule à chacune des familles américaines. Pour cela, il a construit des usines, il a fait des voitures pas très chères pour que chaque famille puisse accéder au véhicule. Et en fait, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que Henry Ford, à cette époque-là, a créé le marché de l'automobile et l'entreprise allait plus vite que le marché. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le marché qui va plus vite que l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut reconsidérer le modèle pyramidal qui n'est plus d'actualité pour faire autre chose de manière beaucoup plus réactive. Parce qu'aujourd'hui, les imprévus sont très nombreux. Il y a bien sûr la non-motivation des salariés, mais en plus, il y a des grèves qui peuvent arriver, les syndicats qui ont de plus en plus de pouvoir, le terrorisme dans certains pays, et puis finalement, tenir compte aussi de l'évolution technologique, puisqu'à travers le monde de l'informatique, des réseaux, des téléphones, etc., il faut pouvoir intégrer cette évolution technologique dans les outils de l'entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons changer la structure de l'entreprise. J'aimerais vous parler maintenant d'une notion un peu nouvelle, ce sont les entreprises agiles. Et pour cela, je vais donner l'exemple d'un vélo. On a tous pédalé sur un vélo. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on avance? Lorsqu'on prend le guidon, on a toujours des petits coups à gauche et à droite pour maintenir la stabilité du vélo et pour tourner à gauche et à droite. Et ça, on le fait naturellement. Et bien dans le domaine de l'entreprise, ça devrait être pareil. C'est-à-dire qu'on devrait donc piloter notre entreprise en fonction des petits imprévus qu'il peut y avoir sur le parcours. C'est ce qu'on appelle un ajustement en permanence de manière dynamique. Donc l'entreprise doit retrouver cette agilité qu'elle a perdue. Et sinon, si elle n'a pas cette agilité, et ben nous arrivons à un imprévu, ici l'exemple d'un caillou et le cycliste qui tombe, et pour l'entreprise, c'est le dépôt de bilan. C'est-à-dire pouvoir gérer les imprévus qui arrivent de façon à piloter de manière dynamique l'entreprise pour aller un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Il y a aussi une notion nouvelle qui arrive, c'est ce qu'on appelle le management de l'incertain. C'est-à-dire que face aux imprévus, l'entreprise doit réagir plus rapidement, donc un temps de réactivité qui soit plus rapide, mais également réduire le reporting, c'est-à-dire ne pas se retourner sur le passé à travers des comptes rendus lourds, des choses comme ça, ou plutôt regarder devant soi pour ajuster en permanence, et puis passer plus vite à l'action. Je connais des entreprises qui sont dans le nouveau paradigme, qui lorsqu'elles font une réunion, elles prennent une décision après la réunion, et la décision elle est irrévocable. C'est-à-dire on ne va pas attendre la réunion suivante, on ne va pas attendre l'avis d'un responsable ou d'un PDG qui revient de voyage, etc. La décision elle est prise immédiatement parce que le groupe de travail est en mesure de décider tout de suite. Alors les nouveaux types de management, on va en citer quelques-uns. Ça peut être intéressant pour ouvrir certaines portes. Il y a le coaching qui est évident puisque c'est un avis extérieur, donc c'est bien de prendre du recul par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Il y a la médiation qui va être de plus en plus importante, notamment à travers de stages de formation, pour qu'à travers la médiation, on puisse mieux gérer les conflits. Il y a le team building, j'en ai parlé tout à l'heure, pour redonner de la synergie dans les équipes, surtout les commerciaux. La notion d'organisation apprenante où chaque salarié apprend des autres, donc c'est apprendre ensemble et faire ensemble.
quelque chose de nouveau qui vient du Japon, notamment Toyota. Donc ça s'appelle le Lean Management. C'est un peu la chasse au gaspillage pour réduire les coûts. Donc ça a commencé au niveau de l'automobile, maintenant c'est repris dans d'autres secteurs d'activité et c'est toujours d'actualité. Nous avons la méthode Kaizen qui vient du Japon. Alors c'est avancer à petits pas pour rentrer dans le changement. Et il est clair que lorsqu'on arrive à changer un petit peu, et bien après on s'autorise à changer un peu plus et le succès entraîne le succès. Ça s'appelle la méthode Kaizen qui est très intéressante parce que ça permet de rentrer dans le changement sans stress particulier. Et puis je reviens aux méthodes agiles, très utilisées par les informaticiens pour une meilleure gestion des imprévus. Alors l'enjeu réel dans l'entreprise, c'est de passer du management, du contrôle, parce qu'aujourd'hui on voulait tout contrôler, les chiffres, la qualité des produits, les salariés, etc., pour arriver à un management de la confiance. Et ça, c'est pas évident, mais on s'aperçoit que toutes les entreprises qui sont dans le nouveau paradigme, justement, ont accès à ce niveau de confiance et c'est très important. Je vais vous donner quelques exemples sur la confiance. Il y a cette notion de zéro défaut qui a, je dirais, été très importante dans les entreprises. Aujourd'hui, on lâche un peu de lest en disant le salarié est responsable, donc il sait ce qu'il fait. Après, sur le plan du commerce, c'est très intéressant. Le commercial fixe lui-même son objectif. Ce n'est pas le directeur commercial qui impose un chiffre d'affaires, c'est le commercial lui-même, en fonction de son marché, qui décide. Donc ça aussi, c'est un gage de confiance intéressant. Et quelque chose de terrible, c'est la notion de prime. La prime dans l'entreprise va être supprimée. Pourquoi ? Parce que quand vous donnez une prime à quelqu'un, vous le récompensez sur l'année en cours, mais vous lui dites de recommencer à zéro parce que vous ne faites plus confiance l'année d'après à ce même salarié. Et aujourd'hui, les nouvelles entreprises arrêtent le système de primes pour faire des augmentations de salaire. Et puis un dernier point, c'est la relation entre salarié et responsable. Et dans l'ancien paradigme, le salarié arrivait avec un problème en disant voilà, il y a un problème, je ne sais pas le résoudre, et vous, responsable, c'est vous qui allez le résoudre. Et aujourd'hui, c'est le salarié responsable qui apporte deux solutions, la 1 et la 2. Il échange avec son responsable pour choisir si c'est la 1 ou si c'est la 2. Alors, j'aimerais donner l'accent sur les valeurs de l'entreprise et pour cela, je vais retenir une entreprise phare en France qui a vraiment innové dans le domaine, c'est Favi. Favi, c'est une fonderie donc, à Amiens qui travaille dans l'automobile. Favi a retenu deux valeurs. La première valeur, c'est l'homme est bon. Et s'il n'est pas bon, il va quitter donc, l'entreprise. Il est responsable, ce salarié. Et la deuxième valeur mise en place par Favi, c'est l'amour de client. Favi travaille dans le domaine de l'automobile, avec des Fiat, des Mercedes, des Volkswagen. Et en fait, ils ont décidé de restructurer l'usine en mini-usine, de façon à ce que chaque mini-usine soit en relation directe avec le client. Donc il a restructuré toute l'entreprise pour être en interface directe vis-à-vis du client. Donc les deux valeurs importantes pour Favi, c'est l'homme est bon et l'amour du client. Et ceci, c'est marqué donc dans les bureaux, en gros. À chaque fois qu'on arrive dans l'entreprise, les valeurs sont rappelées. Alors je vous pose une pratique pour faire un petit exercice par rapport à votre activité professionnelle. Donc que vous soyez salarié dans une entreprise ou bien à votre compte, c'est la même chose. Je vais vous poser une question qui est la suivante. Quelles sont les valeurs de votre entreprise ? Quelles sont les valeurs de votre entreprise ? Vous allez réfléchir un petit peu là-dessus pour définir une ou deux valeurs. Je vous invite aussi à les marquer sur une feuille de papier pour conscientiser. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, vous avez marqué des valeurs sur votre feuille de papier, une ou deux valeurs. C'est vous recentrer sur l'essence de votre entreprise, qui est essentielle pour donner un sens à votre entreprise.
C'est les personnes qui n'ont pas pu marquer donc de valeur sur votre feuille de papier, c'est que ces valeurs n'existent pas. Donc là, il y a quelque chose à reconsidérer parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui vont vers ce nouveau paradigme travaillent sur le sens de l'entreprise avec des valeurs associées. Alors il y a même des entreprises telles que Zappos, on le verra après, qui définissent une dizaine de valeurs, mais ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à une dizaine, si vous avez une ou deux, c'est déjà très très important. Alors cette communication dans l'entreprise, en fait, elle est permanente. C'est-à-dire que depuis la base jusqu'au patronat, ça communique, et tous les jours. Donc ça veut dire concrètement vis-à-vis d'une entreprise comme Favi, au bout de 3 mois, Favi n'avait plus de syndicat. C'est-à-dire que les gens ne s'opposaient plus dans l'entreprise par rapport au chef, et les syndicats, ils disparaissaient d'eux-mêmes. Donc le fait de rétablir une communication transparente et journalière dans l'entreprise supprime les syndicats, c'est quand même un beau résultat, je crois. Alors, quelque chose qui va vous surprendre, c'est établir le bonheur dans l'entreprise. On s'est aperçu que le fait de rentrer le bien-être ou le bonheur dans l'entreprise, ça augmente naturellement la productivité de 10 à 20%. C'est la notion de faire plus naturellement, et je dirais sans effort, puisque le bonheur est là. Par opposition au lean management, où là c'est la chasse au gaspillage, donc en fait c'est quelque chose qui est un peu plus stressant pour réduire les prix. Et ce que disent la plupart des entreprises, c'est que dès qu'on rentre le bien-être ou le bonheur dans l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise change naturellement. Quelques clés à donner pour les nouvelles entreprises avec des exemples. Il y a ce qu'on appelle l'advice process, où tout salarié peut prendre des décisions. Alors je vais vous donner un exemple, par exemple un ouvrier spécialisé qui est sur sa machine, un jour il décide de changer de machine pour avoir quelque chose de plus moderne. Il en parle à toute l'entreprise, il donne le prix, il communique, et le jour où il a l'accord de l'entreprise pour investir, c'est l'ouvrier qui passe la commande vis-à-vis du fournisseur, et ce n'est pas le service achat. Pourquoi? Parce que l'ouvrier, il s'implique vraiment dans l'achat de sa nouvelle machine, et du coup il se sent responsable, il va la faire marcher correctement après. Un deuxième exemple, c'est celui des augmentations. Ça existe dans une entreprise américaine. En France, c'est un peu plus dur à mettre en place. C'est que c'est le salarié qui se propose lui-même une augmentation pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'il écrit sur un courrier son augmentation, il diffuse de manière transparente dans l'entreprise, il a des retours, et on lui dit un peu plus, un peu moins, et en fonction de ces retours, il va modifier son augmentation. Et en fait, c'est le salarié qui prend en charge son augmentation. Ça, c'est un signe de responsabilité qui va à l'extrême et qui est utilisé dans certaines entreprises. Après, il y a bien sûr tout ce qui est communication non violente en développement personnel qui est repris dans des réunions à travers l'écoute active. Et puis après, il y a cette notion d'ego dans les réunions où souvent on s'impose à travers son ego. Alors c'est mis en place en Allemagne dans une entreprise où au cours de la réunion, il y a des clochettes qui sont posées sur la table. Il y a quelqu'un qui est responsable des clochettes. Et dès l'instant où quelqu'un se met dans son ego, on prend les clochettes et on les fait sonner. Et à ce moment-là, la personne, elle a compris qu'elle est rentrée dans son ego. Et elle se tait. Et ça marche très très bien. Et au bout de quelques réunions, le système il se rôde de lui-même. Et du coup, l'ego se fasse petit à petit dans toutes les réunions. Ça, c'est un bel exemple qui nous vient des Allemands. C'est vrai qu'il y a des personnes qui refusent les responsabilités. Parce qu'on donne des responsabilités aux salariés, ça dit non, je ne suis pas là pour ça, je refuse. Donc là, beaucoup de communication, de la médiation, et la plupart du temps, et ça c'est intéressant, c'est le salarié qui démissionne parce qu'il ne se sent plus à sa place dans l'entreprise, et il n'y a plus de licenciement donc à gérer, ce qui est un grand pas en avant. Donc c'est responsabiliser les gens pour qu'ils aient leur place. S'ils n'ont pas leur place, ils partent d'eux-mêmes. Je vais prendre quelques exemples d'entreprises. Alors souvent on me dit, mais les entreprises sans hiérarchie, c'est nouveau, on ne connaît pas bien. Je suis un peu désolé. L'entreprise qui a mis ça en place pour la première fois, c'était il y a 50 ans. Donc un modèle sans hiérarchie. C'est la société Gore aux États-Unis. Alors vous connaissez tous le Gore-Tex sur un plan vestimentaire. Donc c'est cette société qui fabrique le Gore-Tex. Une société qui fait environ 7000 salariés. Aujourd'hui, cette société fait 7000 personnes pour un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars. Les résultats sont très intéressants puisque la croissance au niveau des effectifs ou du chiffre d'affaires est supérieure à 10%. Et ça fait 50 ans que Gore utilise un modèle sans hiérarchie. Alors, comment c'est venu chez Gore? Et ça, c'est intéressant. L'origine de cette notion sans hiérarchie, c'est que Bill Gore, avant d'être chez Gore, était chez la société DuPont.
Et il a dû donc organiser un projet de manière rapide. Il a créé une équipe où il n'y avait pas de chef, il fallait faire très vite, et il a réussi son projet. Et lorsque donc, Pilger est arrivé dans la société Gore, il a dit je vais essayer de généraliser ce système dans l'entreprise pour que ça soit appliqué par toute l'entreprise, et ça a marché. Et du coup, ils sont restés sur un modèle sans hiérarchie. Bien, nous venons de parler de la société Gore, et le parallèle est intéressant avec la société Peugeot. Il faut savoir que Peugeot, dans les années qui vont venir, vont sortir une voiture hybride, essence, air comprimé, donc assez difficile à réaliser en termes de conception. Ils ont décidé de regrouper une équipe dans des locaux sans chef, de façon à ce que le travail de conception se fasse plus rapidement. Et finalement, ils ont en quelques mois sorti la voiture, le prototype. Donc vous voyez que lorsqu'il faut aller vite dans les entreprises, il y a une possibilité pour créer des équipes cohérentes. Alors en France, je vais vous donner quelques exemples de sociétés qui travaillent sans hiérarchie. Alors c'est vrai que la dominante, c'est surtout les informaticiens, car ils sont à l'aise par rapport à ça. Au niveau de Nantes, nous avons 3 sociétés dans un cadre de PME qui le font déjà. Il y a Site Conseil, qui a une 50aine de personnes. Il y a Innovon, qui a à peu près 200 personnes. Et IMA Technologies, 300 personnes, qui est un centre d'appel. Donc ça, c'est dans des structures de PME, et ça marche déjà depuis plusieurs années. Sur Lyon, à ma connaissance, il y a une société qui le fait dans le domaine de l'informatique, qui s'appelle Sogilis, et qui a une vingtaine de personnes. Alors maintenant, je vais vous parler de Favi, qui est une fonderie à Amiens, qui a environ 600 personnes. Ils ont vraiment innové dans le domaine du modèle sans hiérarchie, avec cette structure en mini-usine assez rapidement. Avec les valeurs, on les a vues, donc l'homme est bon et l'amour du client. Chez Favi, très rapidement, ils ont supprimé le pointage. Ça a été un peu la révolution, en disant aux salariés, voilà, vous allez avoir des pièces à produire et vous allez gérer votre temps comme vous le voulez. Donc suppression du pointage, mais également suppression des heures supplémentaires, c'est-à-dire que le salarié est lui-même donc apte à gérer son temps. Alors c'est quelque chose qui a surpris au début les salariés et qui aujourd'hui marche très très bien. Je l'ai dit, il n'y a plus de syndicats chez Favi, et puis au niveau de la baisse des prix, il y a eu vraiment des résultats très intéressants puisque la productivité a augmenté naturellement et c'était environ une baisse de 3% par an. Le deuxième exemple significatif en France, c'est la société Poult, donc biscuiterie dans le domaine des supermarchés basée à Montauban. Cette société était en difficulté et le responsable a décidé de réunir 400 salariés pendant une journée pour décider ce qu'il y avait à faire. Et ils ont fait des forums ouverts et à la fin de la journée, ils ont décidé de supprimer 2 niveaux de hiérarchie d'un commun accord avec tous les salariés et ça a été appliqué le lendemain même. Et à partir de là, cette société, Poult, donc, a rebondi et puis a défini elle-même ses propres valeurs basées sur l'innovation et la créativité. Sur ce type de marché, il faut être très très réactif, donc la créativité était importante pour eux. À noter quelque chose d'intéressant, je vous ai parlé tout à l'heure de la DRH, et en fait, chez eux, la DRH a été carrément supprimée, puisque ce sont les opérateurs qui vont recruter en fonction des besoins, donc directement à partir des opérateurs. Là, c'est pareil, il y a eu des résultats très intéressants, où les résultats ont été multipliés par 2, et l'absentéisme, parce qu'il faut savoir que c'est un critère très significatif pour les entreprises dans ce nouveau paradigme, a diminué de 60%. À noter aussi que l'entreprise a eu 2 trophées innovation dans le cadre des nouveaux marchés. Alors maintenant, nous allons sortir de la France pour aller voir la Finlande, avec l'entreprise Sol dans le domaine de la blanchisserie, qui est numéro 2 donc, en Finlande. Cette société est importante puisqu'elle a 10 000 salariés, avec un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Alors là, c'est pareil, c'est une femme qui est responsable de l'entreprise. Elle a défini des valeurs dans l'entreprise qui est la suivante, la révolution du travail joyeux. Donc elle a voulu mettre cette notion de joie en avant et les bureaux sont très colorés, sont assez originaux en général. Et là c'est pareil, chaque salarié fixe ses objectifs et ses horaires de manière très libre.
Et les résultats de cette société sont assez incroyables puisque la croissance est de 15% et la marge de 9%. Autre exemple, au niveau de la Hollande. La Hollande, c'est un pays qui a une conscience, je dirais, très ouverte avec la société Buurtzorg. Buurtzorg donc, fait des soins à domicile de manière traditionnelle, donc avec un centre d'appel, avec un planning rigoureux, du style pour faire une piqûre à domicile, il faut tant de minutes, etc. Et en fait, ça marchait mal, puisque tous les patients étaient mécontents et ça se passait mal. Donc il y a un infirmier qui a eu l'idée, tout seul, de créer un nouveau type de société et d'organisation, qui s'est appelé Buurtzorg. Donc il s'est associé avec d'autres infirmiers, et là c'était l'inverse, c'est-à-dire que chaque personne communiquait avec les autres pour gérer au mieux son temps. Il n'y avait pas de minutes imposées, et beaucoup de dialogue vis-à-vis des patients, pour prendre en compte, je dirais, leurs difficultés de santé ou d'organisation, faire des courses, parler des enfants, etc. Et sans contrôle de temps particulier. Et le résultat incroyable, c'est qu'effectivement, les patients étaient très contents et qu'il a pu travailler sur la prévention. Il y avait moins d'accidents et moins d'urgences. Et comme il y avait moins d'urgences, il gérait plus facilement le temps. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en 2007, Buurtzorg faisait 10 personnes. Et en 2014, c'est-à-dire 7 ans après, il y avait 6000 personnes. Et Buurtzorg, en Hollande, faisait 40% de l'ensemble des patients préconisés par les médecins en Hollande. Cette société a été félicitée par le gouvernement hollandais et marche très bien. Elle marche si bien qu'aujourd'hui, elle a exporté cette idée aux États-Unis pour créer une filiale aux États-Unis. Donc c'est vraiment un exemple remarquable en Hollande. Alors un pays surprenant à côté de chez nous, c'est la Belgique, à travers le ministère de la Sécurité sociale, où la DRH a été vraiment assez loin, puisqu'elle a mis en avant des slogans. Donc la DRH ne motive pas, mais elle fait confiance aux salariés. La DRH ne dirige pas, mais elle aime leurs salariés, donc c'est vraiment écrit en toutes lettres. Les salariés ne travaillent pas, mais prennent plaisir donc à faire ce qu'ils font. Et les salariés ne se plaignent pas, mais ils innovent. Donc cet état d'esprit qui nous vient de la DRH, donc vis-à-vis de la sécurité sociale de Belgique, a changé beaucoup les choses, puisque les résultats sont les suivants. Il y a eu 2 fois moins de malades. Au niveau de l'absentéisme, là c'est pareil, nettement moins. Et les gens ont été beaucoup plus créatifs. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a moins de stress dans l'entreprise, vous remettez de la créativité. Un autre exemple aux États-Unis, avec une société qui est un géant de l'assurance, qui s'appelle USAA, qui fait 23 000 salariés. C'est une société qui n'a pas de hiérarchie, et les résultats sont aussi très interpellants, puisque le nombre de salariés a été multiplié par 7, alors que les fonds propres ont été multipliés par 400. Donc vous voyez que les résultats peuvent être importants, même sur des sociétés de taille importante. Donc je vais vous parler de la société Zappos, qui est très surprenante. Elle fait aujourd'hui 1500 personnes. Elle travaille dans la vente de chaussures par Internet. Donc c'est vraiment sa spécialité, Internet et aussi le téléphone avec un centre d'appel. Et cette société marche tellement bien qu'elle a été rachetée par Amazon, qui est bien connu, pour un montant de 1,2 milliard de dollars. C'est la plus grosse société qui a été rachetée par Amazon. Et maintenant, cette société marche très très bien. Alors ce centre d'appel ne donne pas de règles particulières. Les opérateurs n'ont pas de script défini à l'avance. Il y a une très grande liberté. Il y a même des opérateurs qui ont parlé 6 heures avec un client, ce qui est assez incroyable. Et Zappos donne aussi des surprises par rapport à ses clients. De temps en temps, vous pouvez commander des chaussures le jour même à 17h et elles sont livrées chez vous à 9h du matin. Pourquoi? Parce que Zappos travaille la nuit et font des livraisons de nuit, de façon à être au service du client en permanence. Et c'est un bon exemple parce que vous voyez que le métier évolue. Zappos était de la vente de chaussures, et maintenant c'est plus du service à la clientèle. Et cette société marche très bien, et aujourd'hui donc fait partie d'Amazon. Pour rester dans le cadre des États-Unis, il y a d'autres sociétés importantes. Il y a des centres d'appel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de centres d'appel qui s'orientent sur des modèles sans hiérarchie, avec 14 000 personnes. Une société que tout le monde connaît, Harley-Davidson, qui pratique ça aussi, avec 9 000 personnes. Et puis d'une manière générale, toutes les sociétés dans les réseaux, l'informatique, telles que Twitter et les autres. Maintenant, je vais vous parler de la plus grosse société qui ait mis donc ce modèle sans hiérarchie en place. C'est AES Corporation,
sur 40 000 personnes, donc c'est énorme, avec un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars. Donc AES était en difficulté, et là c'est quelqu'un qui n'était pas le PDG mais le juriste qui a décidé de changer le modèle de fonctionnement de la société avec un fonctionnement sans hiérarchie, et il a eu des résultats très intéressants. Ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est que AES donc, est sur plusieurs continents. Il y a donc les États-Unis, l'Amérique du Sud et l'Europe. Et quelle que soit la culture du pays, finalement, ils arrivent au même résultat. Donc c'est comment placer la conscience dans l'entreprise, quelle que soit la culture et l'origine des pays. Et ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que ce modèle peut être répété d'un continent sur l'autre. Et cette organisation, maintenant, elle se développe sur tous les continents de manière simultanée. Alors souvent, quand j'interviens en entreprise, on me donne deux objections. La première, c'est « je n'ai pas le temps ». Et je dis à la personne, mais peut-être que vous avez à mieux gérer vos priorités et que le changement, c'est peut-être la clé de la réussite. Donc pensez à ça, si vous ne vous autorisez pas à changer, vous n'allez pas vers la réussite. Et la deuxième chose qui arrive très souvent, c'est « je n'ai pas l'argent ». Et l'exemple de Favi est très intéressant, c'est que avant de parler argent, il faut parler du bien-être des salariés dans l'entreprise et des cadres. Et après, l'argent arrive, puisque Favi est rémunéré sur l'année sur 17 mois, ce qui est très important. Donc, lorsque le bien-être est installé dans l'entreprise, aussi bien côté salarié qu'au niveau des cadres, à ce moment-là, l'argent arrive dans l'entreprise de manière naturelle. Donc, donnons la priorité à cette notion de bien-être. Alors bien sûr, vous n'allez pas changer le fonctionnement d'une entreprise en 5 minutes, ça demande du temps. Au début, il y a une résistance au changement, il faut communiquer, il faut faire des expériences. Donc il y a plusieurs manières de faire ça. La première, c'est de faire une conférence de sensibilisation dans l'entreprise pour ouvrir les yeux des salariés. Ensuite, faire des audits systémiques si effectivement il y a des difficultés ponctuelles dans l'entreprise pour faire la part des choses. Après, il y a la possibilité de faire des actions de formation dans l'entreprise sur l'intelligence collective pour donc mettre en place des outils. Vous avez aussi la possibilité de définir des changements significatifs, par exemple supprimer le pointage ou d'autres choses, pour qu'on rentre dans le changement, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur l'ensemble de l'entreprise. Vous pouvez le faire sur un service, sur une entité particulière, à titre d'expérience. Et si ça marche, vous généralisez à l'entreprise. Après, vous pouvez travailler sur le type de gouvernance. C'est-à-dire qu'avec les outils de l'intelligence collective, vous pouvez donc moduler cette gouvernance. Et puis bien sûr, au final, vous pouvez vous faire accompagner par un coach spécialisé. L'avantage, c'est que le coach a du recul par rapport à votre fonctionnement et peut vous suggérer des choses qui marchent bien dans d'autres entreprises. Alors, en conclusion, j'aimerais dire quelque chose d'important. C'est que ces entreprises pionnières nous ont montré le chemin quelque part. Et il y a les États-Unis, mais il y a tous les continents, il y a l'Europe. Et en France, nous avons deux entreprises pionnières, Favi et Poult, et on peut les remercier pour ça parce que ce n'était pas évident de mettre en place un nouveau fonctionnement. Elles nous disent, ces entreprises, que ça marche et que nous devons entrer dans cette notion de changement pour changer le paradigme de l'entreprise. Donc j'ai envie de vous dire, soyez acteurs de cela, en conscience, que vous soyez salarié, cadre ou responsable d'une entreprise, parce qu'il y a tout à faire, mais le chemin est tracé et je ne peux que vous encourager donc à suivre ce chemin-là. Je vous remercie. J'ai appris plein de choses avec cette conférence. J'imagine que c'était aussi votre cas. Philippe va répondre à vos questions dans quelques instants dans la partie questions-réponses. Et rappelez-vous, les pages du sommet sont disponibles. Pour plus d'informations, faites clic en bas de cette vidéo et vous avez plus d'informations.